Donc, 3 présentations successives, pardon, et puis il y aura un temps qu'on espère suffisamment long, habituellement de 20 minutes, une demi-heure, pour le débat et les questions et les remarques. Donc, bienvenue à ce troisième volet donc, de notre cycle de webinaires. Donc, on a débuté déjà il y a 3 mois sur les mots employés dans les lois encadrant la fin de vie en France. Alors, il y a 2 premiers webinaires étaient consacrés à l'incurabilité et puis au pronostic. Hein. Ils sont toujours disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Et nous allons, lors des 2 derniers volets, j'espère 2 derniers volets, aborder la question de la souffrance. Et pour la session d'aujourd'hui, plus particulièrement du caractère réfractaire de la souffrance. Alors, pour mémoire, dans la législation actuelle, la souffrance réfractaire au traitement est un des critères qui permet la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. C'est également le caractère réfractaire du traitement, même si ce n'est pas dit dans ces termes, qui, selon la règle du double effet légalisée par la loi Leonetti, donne au médecin, avec l'accord du patient, s'il le peut, la possibilité d'appliquer un traitement destiné à soulager coûte que coûte cette souffrance, quoi qu'il en coûte, je sais presque dit, pouvant avoir pour effet secondaire d'abréger la vie. Donc c'est vraiment dans ces 2 contextes que actuellement la souffrance réfractaire apparaît. Alors le texte sur le droit à l'aide à mourir, puisque c'est maintenant le titre officiel de ce texte qui a été adopté fin de semaine dernière par la Commission parlementaire des affaires sociales, retient également parmi ces critères ouvrant droit au suicide assisté ou à l'euthanasie, l'existence d'une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Ça, on discutera la prochaine fois, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. L'affection devant être grave et incurable et engager le pronostic vital en phase avancée ou terminale. La place de la souffrance comme critère ouvrant droit à une aide à mourir varie également selon les pays, mais elle est quasiment toujours retrouvée dans les pays qui ont légalisé cette aide. Au Canada, c'est le patient qui doit ressentir des souffrances physiques ou psychologiques insupportables. Donc là, c'est vraiment plutôt sur le côté insupportable, qui ne peuvent peut-être pas être atténuées dans les conditions que la personne juge acceptables. Donc c'est vraiment du côté, c'est beaucoup plus du côté de la personne que ça se situe. La Belgique, elle dissocie les souffrances physiques qui seules ouvrent droit à l'euthanasie chez le mineur, des souffrances psychiques qui ouvrent également ce droit chez les personnes majeures. Donc là aussi, une dissociation entre les 2. Alors pour discuter de cette question, nous allons ce soir entendre le docteur Patrick Lédé qui nous parlera de souffrance physique réfractaire et le docteur Georges Yoram Federman qui abordera la souffrance psychique réfractaire. Je les présenterai un peu plus longuement tout à l'heure, mais je vais commencer par rappeler les définitions de la souffrance, qui est le fait d'éprouver une douleur physique ou morale. Voilà. Après, l'état d'une personne qui souffre, mais ça définit également tout retard généralement préjudiciable dans la conclusion de quelque chose. Alors, c'est moins en utilisé dans ce sens, mais on parle de courrier ou de dossier en souffrance, et c'est vrai que cette polysémie est importante parce qu'elle vient de l'étymologie. Et on la retrouve encore dans la souffrance également physique ou morale. La souffrance vient du latin chrétien sufferentia, qui dit l'action de supporter, la résignation, l'attente patiente, et qui va apparaître ensuite dans le français du XIIe siècle, signifiant à la fois la douleur physique ou morale, donc ce qui est encore le cas actuellement, et l'endurance, la patience, le délai, l'attente et le répit. Jusqu'au XVIIe siècle, souffrir était dans le sens d'éprouver une douleur en concurrence avec douloir, qui est là en dissocier donc effectivement la souffrance psychique et la souffrance physique qui se disait douloir, on ne souffrait pas, on doulait, je ne sais pas comment ça pouvait se conjuguer, mais qui a lui la même racine que douleur, dolérer.
Donc, souffrir porte encore l'idée d'endurer, de supporter, voire de se résigner. Cette étymologie-là sur l'idée d'endurance, voire de résignation, est encore quelque part en arrière-fond de cette notion de souffrance. On peut également remarquer la proximité de sens avec le mot patient, qui dérive du latin patientia, qui dit la qualité de souffrir ou d'endurer, la soumission, et qui définit depuis le XIVe siècle et jusqu'à aujourd'hui une personne souffrante, blessée ou malade sous traitement médical. Donc souffrance, ça veut dire avoir mal. Alors mal dans son corps, parce que celui-ci est soudain attaqué de l'extérieur ou de l'intérieur, mais également mal dans son âme, face à la séparation, au deuil, la difficulté de vivre. Donc souffrance, c'est également, comme le rappelait Paul Ricoeur dans une conférence tout à fait intéressante qui portait sur la souffrance et la douleur qu'il a fait dans une société de psychiatrie, vivre l'altération du rapport à soi et aux autres et la diminution de la puissance d'agir. C'est vrai que de ce point de vue-là, la souffrance a vraiment des répercussions extrêmement importantes, on y reviendra sans doute. Altération par rapport à soi, parce qu'il dit l'expérience de l'insubstituable, ma souffrance est unique, ça peut aller jusqu'au fantasme d'être élu pour la souffrance, et altération également du rapport à l'autre et à autrui, par l'expérience de l'incommunicabilité de la souffrance. L'autre ne peut pas comprendre, voire me fait souffrir. Diminution de la puissance d'agir également, que Paul Ricoeur distingue sur 4 plans. L'impuissance à dire, et qui est vraiment importante, l'expression se limitant parfois aux cris, aux larmes. Il existe une vraie déchirure dans la souffrance entre le vouloir dire et le pouvoir dire, pardon. Impuissance à faire également. Le souffrant, comme je l'ai dit, endure. Il développe une passivité qu'il met à la merci des autres. Impuissance à se raconter, à former un récit. Quand le sens devient obscur dans cette période de souffrance, la souffrance est l'inénarrable. Et puis impuissance également à s'estimer soi-même et qui se traduit souvent par la mésestime, la culpabilité, et qui peut amplifier un sentiment de persécution. Donc on voit bien que, et c'est bien dit par Ricoeur, combien la souffrance a des répercussions importantes. L'obligation des médecins de soulager la souffrance humaine remonte à l'Antiquité, pardon. Épicure rappelait déjà que la médecine n'est d'aucun profit si elle ne chasse pas la souffrance du corps. Il est réservé à la philosophie l'obligation de traitement de la souffrance de l'esprit. Malgré cela, l'attention accordée explicitement au problème de la souffrance dans l'enseignement, la recherche ou la pratique médicale est longtemps restée, j'aurais tendance à dire, reste minime. Alors, lors de mes études qui datent déjà, je me rappelle d'une heure consacrée à la douleur. Et alors, je ne me rappelle pas qu'on m'ait enseigné la souffrance psychique en dehors des pathologies où on la rencontre. Et encore, c'était vraiment à la marge. Pourtant, le soulagement de la souffrance est considéré comme l'une des finalités premières de la médecine par les patients et les profanes. La profession médicale, elle a toujours priorisé le diagnostic et le traitement causal. Alors, je ne reviendrai pas sur les débats qui ont accompagné au XIXe siècle l'apparition de l'anesthésie, qui avait été accusée à l'époque d'empêcher le chirurgien de travailler correctement, le privant en fait des réactions douloureuses du patient destinées à guider ses gestes. Là aussi, primauté au diagnostic, primauté au traitement, le symptôme, lui, passe en second. Et je rappellerai dans un passé plus récent, enfin toujours au début de ma pratique, tout à fait, mais quand même, il m'était totalement interdit de prescrire des morphiniques et je me rappelle m'avoir été vertement tensé par un de mes maîtres en cas de douleur abdominale. La morphine étant soupçonnée d'empêcher le médecin de réaliser un examen clinique et donc un diagnostic de bonne qualité. Réalité qui a été heureusement contredite très largement depuis par de nombreuses études, ça ne change strictement rien, mais voilà. Le symptôme, quelque part, passe en second lieu. Alors, les raisons de ce malaise autour de la prise en soin de la douleur, de la souffrance en général, sont multiples. Je vais en aborder très brièvement 3.
La première difficulté, c'est celle de la divergence autour du sens. Pour le soignant, la souffrance est un signe, hein, je l'ai déjà peu évoqué, c'est un symptôme qui va aider au diagnostic et au traitement de l'affection causale. Pardon. Pour le soigner, la souffrance, c'est une détresse. Et c'est une détresse qui souhaite voir soulager et soulager le plus rapidement possible. Mais c'est aussi pour lui un vécu dont il recherche le sens. Avec en arrière-fond tous les sens passés de la souffrance accumulée au cours de l'histoire et qui réémergent à cette occasion. La souffrance rédemption, hein, le Félix Dolor, la douleur heureuse, hein, portée un temps par le catholicisme, la souffrance punition, le châtiment corporel, la souffrance initiatique, décrite dans de nombreux mythes, la souffrance pédagogique, hein, les coups de règle heureusement disparus du maître qui apprennent à savoir et à se comporter, mais aussi la souffrance annonciatrice de la mort. Et tous ces sens se mélangent lorsque le patient souffre. La question du pourquoi moi s'impose souvent et rapidement. Et de ce fait, comme l'écrivait Georges Canguilhem, et je le cite, l'acte médico-chirurgical n'est pas qu'un acte scientifique, car l'homme malade qui se confie à la conscience plus encore qu'à la science de son médecin n'est pas seulement un problème physiologique à résoudre, il est surtout une détresse à secourir. Et à ne prendre en compte que le signe, on méconnaît une grande partie de la problématique. La rationalisation de la souffrance, telle qu'elle est souvent pratiquée en médecine, a tendance à faire oublier la personne souffrante. Et la souffrance n'appelle pas qu'un diagnostic, mais avant tout un soulagement et une réassurance. Alors ça a l'air comme ça très théorique ce que je suis en train de dire, mais j'ai, durant toute ma carrière jusqu'à sa fin, quand même été souvent choqué de voir des patients venus à l'hôpital pour un syndrome douloureux et en sortir, certes avec un diagnostic extrêmement précis, mais avec un traitement très insuffisant quand il était présent de la douleur. Et ça, je l'ai encore vécu juste avant ma retraite chez un patient qui venait chez moi en séjour. Il avait fait un séjour, hein, il était venu pour des douleurs et il venait avec un peu de Doliprane à la demande. Deuxième difficulté, la personne souffre le plus souvent à la fois physiquement et psychiquement. Dans la conférence que j'ai évoquée, Paul Rückers proposait de réserver le terme de douleur à des affections ressenties comme localisées à des organes particuliers du corps ou encore au corps entier, et le terme de souffrance à des affects, comme il dit, ouverts à la réflexivité, au langage, au rapport à soi, au rapport à autrui. Mais il va contredire tout de suite très rapidement cette distinction qu'il venait de faire en rajoutant que la douleur purement physique, reste un cas limite, comme l'est peut-être la souffrance supposée purement psychique, laquelle va rarement sans quelques degrés de somatisation. Et de fait, la souffrance est toujours à la fois physique et psychique, et son abord ne peut donc être transdisciplinaire, ce qui est également un problème dans un monde soignant marqué par l'hyperspécialisation. Cecily Saunders, qui est une des pionnières des soins palliatifs en Grande-Bretagne, avait proposé le concept de total pain, hein, qu'on a traduit par souffrance totale, devant la constatation chez les patients qu'elle suivait d'une intrication de ces souffrances physiques et des souffrances mentales avec de multiples composantes à la fois psychiques, sociales, spirituelles. La souffrance peut concerner n'importe quel aspect de la personne, qu'il s'agisse de ses rôles sociaux, de l'identification à un groupe, la relation à soi, bien sûr la relation à son corps, à sa famille, et puis la relation à une source de sens transcendante. Donc pour traiter la souffrance, il va falloir tenter de comprendre toutes ces dimensions connues de la personne et leur lien avec la maladie et la souffrance. Ce qui pose le deuxième malaise, hein, une grande complexité, et nécessite un regard soignant bio-psychosocial, qui est très peu en vague, autant d'une médecine qui est essentiellement centrée, car financée sur les actes. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté est liée au statut de la souffrance, qui est tiraillé entre signe objectif et vécu subjectif. Et cette question fait l'objet de débats anciens et qui se traduisent en pratique par souvent le soupçon d'une souffrance qui n'est pas réelle. En preuve, en début d'année, je suis tombé sur un article
publié dans le Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, d'une éthicienne nord-américaine, Tyler Tate, qui était intitulée, alors je traduis, c'est ma traduction, Souffrance objective, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça pourrait être? Et pendant tout son article, l'autrice appelle à dépasser la dichotomie restrictive entre objectivité et subjectivité, entre une souffrance subjective qui serait incommunicable et inconnaissable, donc de fait, et puis une souffrance objective qui pourra finalement être étudiée, comme elle le dit, empiriquement et traitée directement, sans l'interférence du sujet, qui est quand même toujours un peu gênant, notamment dans la médecine telle qu'on l'envisage aujourd'hui, de la même manière qu'un os cassé peut être examiné et réparé. Le fait pour l'humain de souffrir est une caractéristique réelle, objective du monde humain. La souffrance est la façon dont l'individu ressent son mal dans une communauté particulière, une culture. Il n'y a pas de souffrance générale. La souffrance la façon de vivre la souffrance varie d'une culture à l'autre, a varié historiquement et, et continuera à varier. Car si la souffrance est subjective, elle est aussi avant tout intersubjective en tant qu'appel à l'autre et demande d'aide, peut-être impossible à combler, mais à laquelle il convient de répondre. La subjectivation de la souffrance, qui enferme celle-ci dans l'incommunicabilité, a visiblement oublié qu'il peut exister une intersubjectivité spontanée. C'est ce que rappelle, et je l'ai cité, Bertrand Vergely dans un livre déjà un peu ancien, mais que chacun soit le mieux placé afin de juger ce qui est tolérable pour lui ou pas est une évidence, mais est-ce une raison suffisante, interroge-t-il, pour conclure que la souffrance est une affaire individuelle? Il faut effectivement cesser de poser la question de la souffrance comme nous le faisons souvent en donnant à choisir entre soit une rationalisation qui objective tout, je vois rien ou je mesure rien, donc il n'y a rien, et le sentiment qui subjectivise tout. Ta souffrance est la tienne et c'est finalement que la tienne. Donc vous l'avez compris, la souffrance, toute souffrance est complexe. Tous les aspects de la personnalité, le corps, les rôles sociaux, les familiaux, les activités, l'avenir perçu, la dimension transcendante sont susceptibles d'être endommagés par la souffrance. Et ce sont toutes ces dimensions qui doivent être prises en soin si on veut réduire la souffrance. Le caractère réfractaire ou insupportable de la souffrance dépend quand même en première ligne de sa prise en soin. Il faut peut-être le rappeler, mais c'est important dans ces temps et qui vont effectivement conduire incessamment au vote de la loi, mais aussi d'une prise en compte sociétale et politique. Et ça aussi, ça me semble tout à fait important. Et les moyens donnés, finalement, et on le voit bien aussi bien du côté de la douleur physique que de la douleur psychique, sont quand même pas à la hauteur de l'importance de cette problématique. Voilà ce que je voulais peut-être dire en introduction. Je vais maintenant passer la parole à Patrick Lédé, qui est chef de service du centre de traitement de la douleur du groupe hospitalier régional Mulhouse Sud-Alsace. Et mon intervention s'appelait Que seraient les douleurs réfractaires? Merci Patrick de ton intervention. Merci Patrick. Donc, bon, moi, je parlerai à partir de mon expérience clinique. J'ai été d'abord anesthésiste, ensuite j'ai été médecin de soins palliatifs et maintenant, effectivement, je suis spécialiste de douleurs chroniques. La question est donc, qu'est-ce qu'une douleur réfractaire au traitement, attendu qu'il y a une distinction qui est faite entre douleur, entre souffrance physique et souffrance psychique, et que les personnes dont nous parlons sont des personnes atteintes de maladies graves et incurables, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Donc, afin de ne pas être trop ambigu dans les termes, je vais conserver la séparation entre la souffrance physique et la souffrance psychique, mais je limiterai mon propos aux douleurs, parce qu'il y a plusieurs manières de souffrir physiquement et qui ne sont pas à proprement parler des douleurs. Par exemple, la sensation d'étouffer, la dyspnée, hein, chez des personnes en fin de vie,
je pense que c'est une authentique souffrance physique. C'est pas à proprement parler une douleur. Mais il y a quand même une ambiguïté à séparer la souffrance et la douleur. D'abord parce que toute douleur est accompagnée d'un affect qui peut être qualifié d'une souffrance. Et par ailleurs, on peut parler aussi d'une douleur morale, comme par exemple la douleur de perdre un enfant. Donc, pour interroger cette séparation entre douleur et souffrance, je vais l'aborder de 3 points de vue différents, celui de la conscience, celui du sens donné à la douleur et celui de l'entourage. Je commence par le point de vue de la conscience. La douleur physique est séparable de la souffrance psychique lorsqu'une personne est privée de conscience. On peut faire subir au corps humain à peu près n'importe quelle agression dès lors qu'on est sous anesthésie générale. Cela dit, même plongé dans un état d'inconscience, le corps humain continue à réagir aux stimulations douloureuses. Mais la douleur d'un sujet conscient est beaucoup plus complexe et en réalité quelque chose de différent de la douleur que j'évoque chez le corps inconscient plongé dans l'anesthésie générale. Et d'ailleurs, la douleur du corps inconscient ne s'appelle pas vraiment douleur, elle s'appelle plutôt nociception. Toutes les maladies qui engagent le pronostic vital n'entraînent pas des douleurs en fin de vie. Mais lorsqu'il est question de douleurs réfractaires chez les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, il faut commencer par dire qu'il y a des situations absolument dramatiques. Il y a en particulier certains cancers où la stimulation douloureuse est d'une intensité folle et d'une qualité qui la place au-delà de toutes les possibilités thérapeutiques. Et lorsque la douleur, c'est-à-dire la réaction complexe d'une personne consciente considérée dans son ensemble en réaction à une stimulation douloureuse elle-même hors de contrôle, dépasse les possibilités thérapeutiques, il n'y a pas d'autres alternatives que celle d'agir sur la conscience de la personne. Ce constat d'échec peut être relativisé du fait de possibilités actuelles de recours à certaines technologies antalgiques. Il existe par exemple la possibilité d'injecter des molécules directement dans le liquide céphalorachidien qui permettent parfois de traiter des douleurs difficiles à soulager par d'autres moyens. La possibilité de recourir à ces techniques n'est pas homogène sur le territoire français, ce qui veut dire que la signification de douleur réfractaire varie en fonction des possibilités thérapeutiques qui sont elles-mêmes variables d'un hôpital à l'autre. Il n'est pas nécessaire d'évoquer ces cas dramatiques ou ces technologies de pointe pour parler de l'inégalité des soins. J'ai le souvenir d'un patient pour lequel j'avais été appelé parce qu'il réclamait l'euthanasie. En fait, il avait tellement mal qu'il voulait en finir, et une semaine après un traitement tout à fait conventionnel mais efficace, il ne voulait plus mettre fin à ses jours. En réalité, les douleurs réfractaires telles que se présentent le plus souvent en pratique médicale n'ont pas le côté extrême des situations que je viens d'évoquer, où la stimulation douloureuse est tellement intense qu'elle absorbe l'individu entièrement, psychisme compris. Les douleurs réfractaires, disons, communes, se présentent sous un jour où douleur physique et souffrance ne sont pas séparables. Et le terme de réfractaire devient alors bien plus difficile à caractériser. Car réfractaire, dans le premier sens que nous donnons, se réfère aux possibilités thérapeutiques. Une douleur est réfractaire en ce qu'elle est réfractaire au traitement antalgique, qui doit donc être évalué au regard des possibilités actuelles de la science, suivant l'expression consacrée. Mais dans les situations où le patient dit « faites comme vous voulez, mais faites mieux parce que pour l'instant, le soulagement est nettement insuffisant », il est toujours difficile de faire la part de ce qui revient à la nociception et de ce qui revient à la situation de la personne, et notamment le fait qu'elle soit en fin de vie. Plus exactement, le regard du thérapeute, lorsqu'il a épuisé toutes ses munitions,
va souvent se tourner vers le côté psychologique. À mon sens, mais c'est un avis personnel, c'est un mouvement assez naturel chez le thérapeute, mais dont il doit se méfier. J'aborde maintenant le point de vue du sens de la douleur. La douleur, au départ, c'est un processus vital qui est utile à la survie. Les gens qui ont une insensibilité congénitale à la douleur ont une espérance de vie écourtée. Et plus exactement, donc la douleur nous informe sur la possibilité de lésions de notre corps consécutives à nos actions. Et par exemple, nous n'approchons pas notre main trop près du feu pour ne pas nous brûler. Cette utilité vitale, comme tu l'as d'ailleurs dit, a longtemps été prise en compte par les cliniciens qui apprenaient, même dans certains cas, à respecter la douleur en tant que symptôme, notamment dans le cas des douleurs abdominales. Respecter voulait dire ne pas traiter, c'est-à-dire ne pas mettre de morphine. Cette époque-là me semble révolue, et dans les situations de fin de vie, ce serait même plutôt l'impératif, le fait de calmer la douleur serait plutôt l'impératif premier du thérapeute. Lorsque toute velléité de traitement curatif a été abandonnée, ce qui n'équivaut pas à abandonner tout espoir, l'impératif des familles vis-à-vis de leurs proches en fin de vie est souvent formulé comme ça: faites au mieux du moment qu'elle ou qu'il n'est pas mal. Ceci nous ramène au sens de la douleur. Il y a des situations où il y a un sens à passer au-dessus de la sensation douloureuse. Par exemple, le cas après une intervention chirurgicale, il y a un sens pour les rééducateurs et les kinés de demander à la personne qui vient d'être opérée de ne pas trop s'écouter afin qu'elle récupère une mobilité qui sera elle-même bénéfique dans un second temps sur le plan de la douleur. Mais de mon point de vue, il n'y a aucun sens à avoir mal dans les situations de fin de vie. La présence de douleur confère à l'absurde parce qu'elle est aléatoire. Fin de vie et douleur ne sont pas des corrélats. Il est possible de mourir sans avoir mal, et le dolorisme est une attitude, me semble-t-il, de moins en moins répandue. D'un point de vue moral, la position majoritaire, ce serait plutôt la position inverse. La douleur se présente comme une priorité de l'agir médical absolue, me semble-t-il, dans les situations de fin de vie, mais relative d'une manière générale pour l'ensemble des pathologies. C'est d'ailleurs la raison d'être de mon activité actuelle. De ce fait, les douleurs réfractaires se présentent comme un échec de la médecine, un échec qui vient s'ajouter à l'échec premier de ne pas avoir réussi à guérir le patient dans les situations de fin de vie. Et à cela, il y a deux éléments qui s'ajoutent à cette situation qui est déjà assez complexe. Premièrement, il y a une souffrance de la douleur. Et donc, plus la douleur augmente, et plus cette souffrance augmente avec elle. Et deuxièmement, plus le médecin est mis en échec, et plus il existe un risque de surenchère dans les traitements proposés. Et malheureusement, proposer des traitements invasifs fait encourir à la personne le risque d'aggraver la situation en raison des effets secondaires de ces traitements. L'échec à soulager la personne dans le cas des douleurs réfractaires interroge les soignants sur leur fonction soignante. Il est possible d'avoir une idée de l'importance que revêt aux yeux des soignants leur fonction de soignant dans le cas où c'est le patient lui-même qui refuse le traitement. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut refuser la morphine, y compris dans les situations de fin de vie. Une intolérance, une conviction, une histoire de vie en lien avec la toxicomanie, une pathologie psychiatrique. Il arrive également que certaines personnes refusent l'ensemble des soins, c'est-à-dire qu'elles refusent qu'on s'occupe d'elles. Dans mon expérience, je l'ai vu chez les gens sans domicile fixe. Toutes ces situations ne sont pas comparables au niveau individuel, mais elles ont en commun d'interroger les soignants sur ce qu'ils estiment être leur fonction et sur leur rôle de soignant. Et c'est un constat, il me semble assez banal, de rappeler le caractère insupportable que constitue le refus de soins pour beaucoup de soignants. Dans la mesure où une douleur est définie comme réfractaire par rapport aux possibilités thérapeutiques, il me semble important de rappeler, d'une part, que les patients ne sont pas passifs dans cette histoire, et d'autre part, que les soignants soignent avec une certaine idée de ce que c'est que soigner. Je passe au point de vue de l'entourage. Lors d'une formation sur la douleur, j'ai été à l'Institut Gustave Roussy et j'avais vu un film qui avait été fait par une équipe qui s'occupait du traitement de la douleur en oncologie chez les enfants. Il y avait une équipe avec une psychologue, une neurologue.
qui avait dirigé donc la section pédiatrique du centre antidouleur de l'Institut Gustave Roussy. Et donc, dans le film, il y avait une petite fille, je dirais 7-8 ans, avec un regard très terne et un comportement de repli. Et le message que voulaient faire passer ces enseignantes était qu'un comportement comme ça, même s'il ne comportait aucune plainte, représentait une indication absolue et urgente de morphine. Il n'y a donc pas toujours de corrélation entre la plainte et la douleur, même si la parole n'est qu'un des moyens d'exprimer la plainte et que le corps l'exprime également. Le rapport de la douleur à la plainte vient interroger le terme de douleur réfractaire. Une personne qui n'aurait aucune plainte, par exemple une personne dans le coma ou dans un état post-relationnel, peut-elle avoir des douleurs réfractaires? Donc là, nous retrouvons le problème de la conscience. Mais qu'en serait-il d'une personne qui ferait tout, quelle que soit la raison, pour ne jamais se plaindre et ne jamais faire prendre d'aucun comportement douloureux? Comment saurions-nous qu'elle a des douleurs réfractaires? Inversement, les gens ne vivent pas le plus souvent tout seuls. Leurs proches font partie intégrante de la situation où une personne souffre de douleurs qui ne répondent que partiellement à la thérapeutique. Lorsque les douleurs sont qualifiées d'intolérables, ce terme d'intolérable s'applique, à mon sens, autant aux patients qu'à ses proches, ainsi qu'à l'équipe soignante, bien sûr. Il serait d'ailleurs possible d'aller plus loin dans cette réflexion. Au nom de quoi est-il indispensable de soulager la douleur humaine, si ce n'est au nom de ce qu'on doit aux êtres humains, c'est-à-dire aux personnes dont nous reconnaissons qu'elles ont une condition similaire à la nôtre? Et sans entrer dans les détails de ce que serait une condition humaine, cette condition ne concerne-t-elle pas également les proches? Ces proches sont aussi ceux qui vont survivre à la personne en fin de vie. Et si cette fin de vie se passe mal, si en particulier la seule chose dont ils se rappelleront, c'est qu'elle a quitté la vie sans jamais être soulagée, ce fardeau peut durer longtemps. Même en dehors de l'aspect traumatisant, cela pourrait même, à mon avis, modifier l'idée qu'une personne se fait de la condition humaine. En conclusion, je vais citer des auteurs, mais je vais le faire d'une certaine manière en série. Que ce soit pour Freud, qui ne distingue pas la douleur physique de la douleur psychique, ou pour Ricoeur, qui au contraire les distingue, la douleur est qualifiée par ces deux auteurs de cas limite. Et que ce soit pour Sartre ou pour Wittgenstein, et là encore pas du tout pour les mêmes raisons, la douleur, comme sensation pure, n'est pas susceptible d'être atteinte par le langage. Elle serait de l'espèce des indéfinissables ou des indescriptibles. Et c'est sur cette note de non-connaissance que je souhaitais terminer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick, pour ce très bel exposé. On reverra certainement avec des questions tout à l'heure et je vais passer maintenant la parole au docteur Georges Yoram Federman, qui est psychiatre en médecine libérale et en CMPP, et qui va lui nous parler de douleurs psychiques réfractaires. Et il a intitulé sa présentation d'une phrase de René Le Riche. Je suis convaincu que presque toujours ceux qui souffrent bien, comme ils disent. Il n'y a qu'une douleur qui soit facile de supporter, c'est la douleur des autres. Je trouve cette citation tout à fait intéressante. Je vous passe la parole. Merci Patrick, hein. Merci à vous deux, Patrick et Patrick. Alors j'interviens avec émotion et passion associée à une forme de douleur qui serait celle pour l'intervenant comment dire, d'être en position de ne pas savoir. Je voudrais partager avec vous mon expérience modeste de psychiatre de terrain et de rue, de ville et de campagne aussi, puisque en fonction du lieu où on exerce, de mon point de vue, et en fonction du rapport à l'histoire qu'on instaure, la petite histoire et la grande histoire, on va être, à mon avis, plus ou moins sensible à la douleur de l'autre.
en partant du principe qu'on connaît quelque chose de sa propre douleur, ce qui n'est pas sûr. Et donc, ce que je voudrais interroger avec nous, c'est la manière dont, quasiment d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, on va se situer en tant que praticien et en tant que citoyen par rapport à la construction de ce capital affectif, de ce capital psychologique, de ce capital somatique qui va constituer l'éventail des douleurs qu'on a pu soi-même expérimenter et toutes celles dont on a pu être témoin dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Et à partir de là, peut-être qu'on peut avoir une idée plus précise de ce que l'autre nous transmet à travers ses mots, mais le plus souvent à travers ses silences. Il me semble que dans notre société, dans beaucoup d'autres, le rapport à la douleur est quelque chose de tellement intime qu'il en devient parfois honteux, à tel point que dans notre culture générale, je pense au cinéma, beaucoup d'auteurs, beaucoup de metteurs en scène ont utilisé la chanson pour pouvoir partager les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X qui étaient indicibles. C'est-à-dire qu'il y a des tas de situations dans nos vies quotidiennes en Occident où la douleur est tellement personnelle, tellement intime qu'elle en devient indicible. On ne peut pas la partager. Et à ce moment-là, comment la transmettre aux proches et comment le clinicien peut-il être dépositaire de l'expression polymorphe de cette douleur. Je vais partir, si vous voulez bien, de mon expérience personnelle et de mes souvenirs. Quand je me suis installé à Strasbourg en libéral comme psychiatre, certains de mes collègues plus âgés m'ont mis en garde. Ils m'ont dit, c'était en 1987, ils m'ont dit, Georges, peut-être qu'au début de ta pratique, il ne faudra pas que tu te montres trop hospitalier, trop généreux avec les toxicomanes. Ceux qu'on appelle de manière schématique les toxicomanes. C'est beaucoup plus riche et large d'un point de vue clinique et sociologique, mais on va les appeler les toxicomanes. Et ces bonnes âmes qui me mettaient en garde ont ajouté, si tu te montres trop généreux avec eux, ils vont revenir en meute. Et j'ai été très surpris par cette mise en garde que j'ai prise comme étant de la bienveillance, mais en même temps une certaine forme de restriction du regard qui consistait à organiser le profil de la clientèle. Je me suis dit, il y a des collègues qui sont en mesure de pouvoir avoir une idée précise du type de clientèle qui peut prendre pied dans la salle d'attente du cabinet. Et ça m'a laissé entendre qu'il y avait des restrictions, c'est-à-dire que nous n'étions pas capables, peut-être pour des bonnes raisons souvent, de supporter l'expression de toutes les douleurs de l'époque, 1987. Et je me suis rendu compte, en libéral, qu'à cette époque, je me suis retrouvé, je ne pense pas me tromper, je me suis retrouvé comme étant le seul psychiatre libéral faisant usage du carnet à souche. À l'époque, il fallait le demander à l'ordre des médecins. Et pour prescrire les substitutions avant l'heure, avant qu'elles soient codifiées, il fallait prendre le risque du carnet à souche et prescrire les posologies à l'époque du moscontin et peut-être du subutex, en tout cas du moscontin. Et je m'étais retrouvé très seul parce que je n'avais pas de père avec qui partager mes interrogations et mes questionnements cliniques
concernant la question qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire à quelle dose de médicaments substitutifs j'étais en mesure de soulager la peine des toxicomanes. Et en fait, j'avais l'expérience de cette peine par l'internat, par les années d'hôpital, et je savais que cette douleur chez les toxicomanes était de l'ordre de la torture. Et à cette époque, ce qu'on opposait, alors c'était vraiment une opposition aux toxicomanes, c'était le sevrage bloc. C'est-à-dire que quand un toxicomane tombait entre nos pattes, alors vous me corrigerez si jamais je suis trop simplificateur, mais j'ai le souvenir que c'était comme ça que ça se passait, eh bien, on avait comme un moment de jouissance sadique parfois, pour proposer aux toxicomanes le seul traitement qui était à notre disposition, le sevrage bloc. Tout arrêter et faire en sorte d'aider, tant bien que mal, à supporter une douleur intolérable. Et dans mon expérience à moi, c'est de ce côté-là que les douleurs réfractaires se sont insinuées dans mon esprit de clinicien. Alors, non seulement je me suis, au fil des années, interrogé sur mes propres douleurs, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que j'expérimente moi-même dans la vie pour pouvoir me mettre à la hauteur de la douleur de mes patients. Alors qui ne sont pas seulement des patients, mais des patients partagés, et qui sont avant tout des patients indépendants et libres. Je me suis interrogé sur ma propre expérience et sur ce que je retenais de ma propre vie, de mes propres combats, de mes propres expériences. Et souvent, je me suis interrogé, quand j'étais moi-même hospitalisé, sur cette échelle de douleur entre 1 et 10. Alors, ça m'a toujours fait rire jaune quand les collègues ou les infirmières ou les aides-soignants venaient me demander ou demander à des proches, vous avez mal à quelle hauteur? Et je voyais bien que, quelle que soit la réponse que le patient faisait, le soignant estimait toujours que c'était surévalué, que la douleur du patient était beaucoup plus proche du 3 ou du 4 que du 9 ou du 10. D'ailleurs, c'est dommage que ça s'arrête à 10. Et donc, il y a toujours eu dans mon esprit une sorte de suspicion par rapport à l'impératif du témoignage du patient, comme le dit le riche. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert ces échelles-là si on ne fait pas confiance au patient, si le patient n'est pas parti pris d'une forme d'autogestion que j'avais instaurée dès le début de ma pratique, et je m'étais rendu compte, grâce aux toxicomanes que j'avais accueillis avec hospitalité dans ma salle d'attente, et qui étaient revenus en meute, effectivement. Je m'étais rendu compte que les toxicomanes, entre guillemets, connaissaient mieux les doses de traitement de substitution qui les soulageaient que celles que moi je pouvais préconiser. Et je me suis souvent retrouvé, pour le Subutex, celui qui est mieux connu maintenant, à des posologies proposées par la région médicale entre 2 et 4 mg par jour. Je me suis retrouvé à être à l'écoute et à accompagner les toxicomanes à 16 ou 32 mg. Donc il y avait là un éventail de posologies entre 2 et 32 mg, et je me suis rendu compte de manière quasi systématique que les doses qui soulageaient mes patients étaient plus proches de leur préconisation que de celles des docteurs. Et ça a déterminé ma pratique toute ma vie, depuis 40 ans. Je me suis rendu compte que dans le domaine de la psychiatrie, les douleurs morales, je pouvais m'appuyer sur des collaborateurs qui avaient une connaissance plus large que moi sur leurs douleurs, les patients eux-mêmes, et que dans le traitement de la douleur, que ce soit avec les antidépresseurs, les neuroleptiques ou les anxiolytiques, eh bien, c'était plus du côté de la posologie suggérée par les patients qu'il fallait aller que par celle de la faculté. Donc, j'ai fini par proposer la structure des ordonnances, et c'est les patients, d'une certaine manière,
qui déterminait les doses. C'est schématique, hein, c'est un petit peu provocateur, mais c'est l'expérience que j'ai tirée de ce contact avec les toxicomanes il y a 40 ans. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait découvrir d'autre dans le rapport à la douleur, réfractaire à un certain moment? Ils m'ont fait découvrir que le rapport au temps, et ça peut concerner les frères et sœurs en humanité qui meurent, le rapport au temps n'était pas celui de la faculté. Il y a un adage qui dit Dieu a donné la montre aux Suisses et le temps aux Africains. Et je me suis rendu compte qu'à la faculté, en fait, on avait des montres. Et que nous, en tant que praticiens, on avait des montres. Mais il suffit de voir Doctolib. Doctolib, c'est 1/4 d'heure par patient. Et on s'est tous soumis à ce diktat. 1/4 d'heure par patient, c'est difficile pour saisir l'intimité de la douleur du patient. Et dans le rapport au temps sur lequel je revenais tout à l'heure, je me suis rendu compte que la plupart de mes patients fragiles, les toxicomanes, les gens à la rue, les traumatisés psychiques, qui prenaient pied en Europe et qui tentaient de trouver dignité après avoir fui les exactions de leur pays respectifs, eh ben, ces traumatisés psychiques ne venaient jamais à l'heure au rendez-vous, au cabinet, et surtout pas le matin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des collègues qui donnaient des rendez-vous aux toxicomanes ou aux traumatisés le matin. Alors je me suis dit peut-être que c'était pour que le rendez-vous soit manqué. Et donc, j'ai pris conscience que le rapport au temps était fondamental dans la relation au patient. Et j'ai travaillé, autant que faire se peut, toute ma carrière, sans rendez-vous. Parce que je me suis intéressé à ces patients marginalisés par l'histoire, par la clinique, dont peu de collègues voulaient, et dont je ne voulais pas particulièrement, mais il n'y avait aucune raison que je refuse qu'ils prennent pied dans mon cabinet. Et donc, j'ai ouvert mon cabinet sans rendez-vous, pour que ces patients-là puissent venir au cabinet à leur heure. Et ce sont ces deux facteurs que je voulais partager avec nous, avec vous, que je n'ai pas appris à la fac. Ce sont les patients qui m'ont appris ça. Ils m'ont appris que ce qui nous est transmis à la fac, le diagnostic, l'anamnèse, elle est orientée par le rapport à l'histoire. Et que à la fac de médecine de Strasbourg, eh bien, on avait eu des moments cruciaux durant la période de l'annexion, les expérimentations sur l'homme faites par nos collègues nazis, et que ces expérimentations, ils très bien, puisqu'elles venaient des meilleurs médecins du monde occidental à l'époque, elles montraient bien, par le biais de ce qu'on a appelé le programme T4, le programme d'euthanasie T4, que des patients entre les mains de médecins généreux, socialistes, comme étaient les médecins nazis, risquaient gros si ces médecins en question, les meilleurs du monde à l'époque, considéraient que leur vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et donc, ils étaient voués à la condamnation à mort à ce moment-là, une forme d'euthanasie socialisée, frappant une partie de la population, du corps social et politique allemand, considéré comme étant inapte ou inutile à vivre, et l'euthanasie était donnée de manière quasiment compassionnelle. Et je me suis dit, cette expérience, l'opération T4, la manière dont à la faculté on n'enseigne pas suffisamment l'intimité, la sensibilité du patient et sa vérité, comme Le Riche l'a évoqué dans la phrase, Patrick, que tu as citée en introduction. Et je me suis dit, mais c'est la complexité de nos histoires, c'est la complexité de l'histoire de nos patients, c'est la complexité de l'histoire de Le Riche lui-même, qui a été un de mes maîtres dans l'enseignement de l'accompagnement de la douleur et qui a été aussi le premier président de l'ordre sous Vichy. Ce qui n'est pas une contradiction, c'est une complexité qui renvoie à la complexité du débat de ce soir. Et je m'avoue impuissant à pouvoir prendre position seul par rapport à la définition des mots, par rapport au fait d'être dépositaire du témoignage des patients, et je ne vois de possibilité d'avancer dans ce domaine que de manière collégiale. Et donc, j'ai toujours essayé de soumettre ma subjectivité au regard de mes pairs,
pour ne pas avancer tout seul dans ce mystère, sur ce chemin de croix ou sur cette sortie d'Égypte. Et donc, je me suis rendu compte que le fait d'avoir un certain courage et de partager des observations parfois complètement folles, je pense à une patiente toxicomane qui aujourd'hui a 72 ans et qui était héroïnomane il y a 40 ans et qui est passée de l'héroïne et de l'alcool au Stilnox. Et je ne sais plus comment je me suis retrouvé, il y a 20 ans, à lui prescrire 28 comprimés de Stilnox par jour pour réduire une douleur probablement réfractaire. Et j'ai écrit sur cette expérience incroyable. J'en reviens toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à 14 Stilnox. J'ai écrit dans la revue pratique l'histoire de cette relation à ma patiente et je me suis rendu compte que ça n'a été possible qu'avec l'accompagnement d'un psychiatre qui s'occupait de la psychothérapie, l'accompagnement de l'association ITAC qui prenait la partie institutionnelle des soins octroyés à cette patiente, l'accord du médecin conseil de la caisse primaire qui était d'accord pour rembourser deux boîtes de Stilnox par mois, alors qu'elle en prenait 2 par jour. Le médecin conseil avait accepté que le reste soit à la charge du patient. Mais nous avions établi un protocole qui faisait qu'à un moment, de manière officielle, avec une pharmacie dédiée, cette patiente avait 14 comprimés de Stilnox par jour. Et pour moi, le regard des pairs, le fait d'écrire ces histoires dans la revue pratique, le fait de travailler en CMPP, Patrick, comme tu l'as évoqué de manière inaugurale, où ma pratique, ma subjectivité est soumise au regard des pairs qui constituent ma synthèse, orthophoniste, psychologue, psychopédagogue. C'est un moment, le lundi matin, où je suis en synthèse, un moment extrêmement important où ma subjectivité est soumise au regard des collègues, à leur complémentarité et non pas à leur rivalité. Et là, je peux tenter de partager avec eux ce que m'inspire la douleur du patient, la mienne propre en écho, et de quelle manière on peut, de manière collégiale, jamais seul, faire écho à l'expression de cette douleur pour toujours se tromper, mais pour essayer de corriger le tir, si j'ose dire, grâce au regard des autres. Et je parle aussi de l'aide que peut m'apporter le pharmacien de Brumat, Hervé Javelot, qui intervient à chaque fois que j'ai un problème de posologie, de prescription, qui est toujours là, à l'écoute et en soutien. Et je ne parle pas des supervisions que j'anime, soit au CASAS, cette structure qui accompagne les demandeurs d'asile, soit avec des aumôniers catholiques de prison, qui font que le monde s'ouvre à chaque fois qu'un nouveau patient arrive, un patient étranger, un patient traumatisé, le monde s'ouvre et la découverte de l'éventail des expressions sensibles et douloureuses varie tout le temps. Et je me dis que le sujet que nous traitons ce soir est tellement délicat qu'il n'a pas de réponse et peut-être pas de loi dédiée, mais une situation particulière à chaque fois, en accord avec le patient lui-même, son entourage et un collège de soignants bienveillants et complémentaires. Voilà ce que je voulais, en première intention, partager en vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup pour ce détour effectivement intéressant, parce que finalement, vous mettez là effectivement dans le débat qu'on a volontairement séparé entre réfractaire et insupportable, le curseur bien davantage du côté de l'insupportable qui dit le réfractaire. Et c'est une vraie question parce que c'est effectivement très certainement uniquement le patient qui peut à ce moment-là dire ce qu'il supporte et ce qu'il ne supporte pas, avec toutes les difficultés d'accepter ça dans le monde soignant et notamment ce qu'évoquait Patrick également tout à l'heure, lorsqu'il y a du refus et combien c'est difficile parce qu'effectivement le patient est face à des soignants qui ont une idée de ce qui est soigné et le détour par le collectif est à ce moment-là extrêmement important. Voilà, mais merci beaucoup. Donc on a effectivement respecté bien le temps. Je vous remercie également pour ça et on a donc un temps pour des questions.
Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main ou passer, si vous ne souhaitez pas, par la conversation, le chat. Donc, les conversations, c'est mieux. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'avais peut-être une question à l'intention plus particulièrement de Patrick Lédé, mais ça fait écho à ce que M. Federman vous venez de dire. À un moment, vous avez dit la douleur est tellement intime qu'elle en devient honteuse. Et donc, vous avez parlé d'un certain type de douleur, donc provoquée par une session d'utilisation de drogue, une session brutale. Et je me demandais sur la fin de vie, Patrick Lédé, si finalement ce sentiment de honte pouvait empêcher l'expression d'une forme de douleur chez le patient. Donc, d'une manière générale, en fin de vie, le sentiment de honte est très, très présent, mais il est surtout dans la dégradation du corps de la personne est ce qui est quand même assez compréhensible. Je veux dire, la honte d'avoir mal, je crois pas, je crois pas l'avoir vu souvent, non. Ce serait plutôt, en tout cas, c'est pas le fait d'avoir mal qui rendrait les gens honteux. C'est éventuellement le fait de se plaindre. C'est-à-dire que il y a effectivement des gens qui se plaignent pas. C'est sûr. Mais disons, si je devais me référer vraiment au sentiment de honte, c'est pas sur le point de vue de la douleur que je verrais ça. C'est vraiment beaucoup plus cette dégradation qui est du corps qui alors évidemment, qui entraîne une souffrance terrible et je veux dire en dehors de tout narcissisme, hein, j'entends. Hein. C'est quand même terrible de se voir progressivement, de voir son image se détruire progressivement. C'est pas que son image d'ailleurs, c'est ses fonctions, etc. C'est là, je dirais que, enfin, si je devais utiliser le terme honte, je l'utiliserais plutôt par là. Peut-être je fais écho à ce que Patrick répond, Laure, par rapport à la honte. Oui, bien sûr. Hein? Alors, moi, je l'ai perçu très, très fréquemment chez mes patients, ce sentiment-là. Je l'ai perçu chez les toxicomanes, quasiment systématiquement. Je l'ai perçu chez les traumatisés psychiques, sans papier, durant toute la période d'irrégularité administrative. C'est-à-dire tant que les patients n'avaient pas une carte de résident, hein, non pas un titre de séjour de 6 mois ou d'1 an, mais une carte de résident de 10 ans, il y avait un sentiment de honte qui était associé au fait d'être au cabinet même, comme s'ils n'étaient pas légitimes. Et ça renvoie à la honte que j'ai perçue, c'est les réfractaires. C'est intéressant par rapport au titre de notre intervention. J'ai accueilli, je ne sais pas, plusieurs centaines, 600, 700 réfractaires à l'enrôlement dans la Wehrmacht, ce qu'on appelle des incorporés de force, ou des malgré nous, hein, mais plutôt des incorporés de force. J'étais expert pour les anciens combattants. Et en fait, la honte, je l'ai saisie quasiment chez tous. Et cette honte, à mon avis, dans ce que j'ai perçu, elle faisait écho à la honte de l'enfant qu'on a pu être les uns et les autres, et des expériences qu'on a pu vivre avec les parents, les enseignants, les curés, les rabbins, les imams, pas toujours bienveillants et pas toujours loyaux
tous ceux qui nous ont maintenus dans une position infantile, de dépendance, de mineurs. Eh ben, cette honte, je l'ai sentie très souvent au niveau clinique, réactivée par les situations de fragilité de l'existence et de fragilité psychosomatique. Et donc, voilà la question, quelle place elle peut encore occuper, cette honte, au moment des derniers moments? Et moi, dans ma carrière, j'ai rencontré une fois, effectivement, cette honte d'avoir mal, mais c'était vraiment très profondément culturel, hein. C'était un patient d'origine asiatique et qui ne pouvait pas exprimer sa douleur culturellement parce que ça ne se faisait pas. Et dire qu'il avait mal était quelque chose et qu'il fallait effectivement accompagner parce que c'était effectivement quelque chose de honteux de son point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas. Patrick, peut-être un écho par rapport à ce que tu as dit en présentation, du côté du manque de culture médico-sociale de la part des politiques. Mmh. Comment pallier à ce défaut, ou est-ce qu'il faut les laisser dans cette inculture pour qu'ils légifèrent le moins mal possible? C'est une vraie question. Comme ce que tu as dit, je n'aurai pas de réponse très claire, mais c'est vrai que cette inculture est quand même problématique, notamment vis-à-vis de ce qu'ils peuvent entendre par souffrance réfractaire. Alors, souffrance insupportable, je crois que ça, c'est voilà, ils portent la voix d'une nation qui est une nation qui ne supporte pas et plus, et sans doute avec raison, la souffrance. Par contre, sur le plan des douleurs réfractaires, je trouve que les politiques, là, de ce point de vue-là, sont quand même très pervers, dans la mesure où une partie du fait que les douleurs ne répondent pas au traitement, c'est que le traitement, l'accessibilité à un traitement correct, notamment des douleurs, et je pense que Patrick pourrait encore le dire plus que moi, mais je me rappelle une période pas très ancienne où sur Strasbourg, le centre de la douleur était complètement dépassé parce que celui de Nancy avait fermé. Et on se retrouvait effectivement avec des patients avec des douleurs effectivement complexes et qui de fait étaient tout à fait réfractaires, d'autant plus qu'ils n'avaient pas accès à un avis spécialisé et notamment pluriprofessionnel que nécessitent ces douleurs chroniques extrêmement importantes. Donc c'est vrai que cette question, effectivement, est aussi, et c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus, une question politique, la place que l'on donne à la souffrance et la façon dont on la prend en soin dans une société est quand même importante. On est dans l'année soi-disant de la santé mentale et on voit un peu ce que ça donne, cette santé, face à cette année de la santé mentale, avec un contenu qui se réduit au fur et à mesure. Puisqu'on limite quelque part cette question à la prévention en se disant que si seulement on pouvait ne pas avoir de problème de pathologie mentale, ça serait tellement bien, on n'aurait pas besoin de les financer. Comme on n'arrive pas à les financer, c'est relativement simple. Donc c'est vrai que cette question, notamment autour des douleurs réfractaires, me semble tout particulièrement politique. Et ça a été dit par le rapport du CCNE lorsqu'il a lancé un peu le débat sur l'ouverture à l'époque au droit au suicide assisté, c'était comme ça qu'ils l'entendaient. Ils avaient bien, pendant tout au long de la vie, bien mis en avant que cette augmentation de l'autonomie de la personne, qui est tout à fait entendable, ne pouvait s'envisager que dans une société dans laquelle la solidarité était assurée, ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Et on se retrouve quand même dans cette question, je redis, de la douleur réfractaire. La douleur insupportable, c'est peut-être une autre question, mais la douleur réfractaire,
Elle dépend aussi en grande partie des moyens que l'on met en place pour traiter la douleur, qu'elle soit psychique ou physique. Mhm. Peut-être laisser Patrick compléter Oui, s'il le veut, mais non, non, bien sûr. Il y a pas très longtemps, nous avons été invités à Nancy par l'ARS pour parler justement des douleurs, du traitement des douleurs du cancer et des nouvelles techniques. Et donc l'ARS Grand Est a commencé par nous montrer les chiffres comme quoi on était assez mauvais dans le Grand Est par rapport à d'autres régions. Et donc ensuite ils ont ramené deux personnes qui sont venues nous dire comment ça se passait ailleurs quand c'était mieux, c'est-à-dire à l'ouest et puis dans la région Rhône-Alpes. Euh, et c'est- c'est- C'est-à-dire que au niveau donc des gens qui s'occupent donc de l'harmonisation des moyens, euh, c'est pas qu'ils sont pas au courant, de toute évidence ils le sont. Euh, c'est que ils dressent un constat, ils disent bah vous voyez ailleurs on fait mieux. Et quand on leur répond que éventuellement, comme moi par exemple, que, que, euh, que oui, mais bon, on ne reçoit absolument aucune aide de nos structures hospitalières et par conséquent, c'est un peu difficile de le faire tout seul. Et ils nous regardent en disant, bah oui, on comprend. Et c'est tout. C'est-à-dire que sur le plan politique, la, c'est un peu la même chose que sur le fait, sur le constat comme quoi il n'y a pas assez de médecins. C'est pas qu'ils ne le savent pas, c'est pas qu'ils ne l'avaient pas prévu, mais le pouvoir en général nous répond par quelque chose de très neutre. Euh, Comme si, d'une certaine manière, c'était pas vraiment leur rôle, leur problème, ouais. leur, le fait de faire un constat, oui, c'est leur rôle, mais ensuite, le fait de changer les choses, là, ça paraît complètement autre chose. Alors que bon, enfin, c'est un peu absurde de dresser des constats d'échecs et de ne pas aller jusqu'à savoir exactement ce qu'on pourrait faire pour changer les choses. Hmm. Mais Oui, d'une Madame certaine Ratzmann, manière, Madame Ratzmann a une question, donc je vous donne la parole. Bonsoir, Madame Ratzmann. Madame Ratzmann, vous avez votre micro coupé. Ah, problème de micro, visiblement. Christophe Deschamps, est-ce que Christophe... Oui, bonjour. Ah, le micro fonctionne, très bien. Oui, avec Bonsoir, Christophe. l'évolution de la loi, puisqu'il y a un psychiatre ici, je me demande comment les psychiatres vont gérer certains patients. Je pense par exemple aux patients bipolaires qui passent par des phases extrêmement pénibles à vivre. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce sujet? Oui, oui, c'est. Alors, gérer, je pense que ça va être impossible. Alors, ça me fait penser au témoignage de Nicolas Demorand, le présentateur de France Inter, qui a sorti un livre sur sa bipolarité. Et ça me fait penser à une rencontre que j'ai eue cette semaine avec une jeune pasteur qui me disait que elle connaissait des gens qui avaient été soulagés par
le diagnostic psychiatrique qu'on avait pu faire sur leur douleur. Et en écho à ces témoignages-là, j'ai dit à mes correspondants que j'avais toujours essayé d'exercer la psychiatrie sans diagnostic. Alors, je me suis rendu compte très rapidement que le fait de diagnostiquer, de catégoriser, mettait des distances entre le praticien et le patient. En psychiatrie, hein, je ne parle pas du reste de l'exercice de la médecine. Mais dans le domaine où j'ai essayé et je continue à essayer de rendre service, je n'ai connu que de rares exceptions, peut-être une dizaine en 40 ans, où le diagnostic a aidé les patients à tenir plus droit. Et tout le reste, la catégorisation les a enfermés non seulement dans leur propre esprit, mais dans l'esprit des médecins. Et ça a perturbé la qualité et la richesse de la relation. Alors, il est clair que dans les questions de bipolarité, il y a une question de vie ou de mort à certains moments de l'évolution de la souffrance. Alors, j'ose pas parler de maladie en psychiatrie parce que c'est tellement évolutif. Alors, je ne parle pas des diagnostics d'hyperactivité qu'on trouve aujourd'hui à tous les coins de rue et que les parents attendent et exigent avec la Ritaline à la clé comme prescription. Je trouve que l'évolution technique que les ARS, les techniciens et les médecins peut-être accompagnent est tragique par rapport à l'essence de la relation et de la rencontre et la richesse de la clinique, et le fait, nous en tant que soignants, de ne pas savoir, mais d'être là de manière irréductible aux côtés, comme des compagnons de route des patients, dont les tableaux psychologiques évoluent au cours de la vie. Moi, je n'ai jamais vu de patient en rester à un seul tableau, mais plutôt à des mosaïques, à des variations infinies. Et donc, par rapport à la question, malgré tout, alors il est clair que quand il y a une menace de mort par passage à l'acte suicidaire, il me semble très important de tout mettre en œuvre pour préserver la vie du patient et de ne pas le lâcher d'une semelle pendant les moments cruciaux, quelques heures, quelques jours, quelques mois, pas d'une semelle, et de trouver les alliés qui vont permettre de veiller aux côtés du patient pour essayer de voir à quel moment le jour, la lumière va revenir sur le mode de l'hypomanie ou de la manie, et de voir si à ce moment-là, on arrive à sortir de la torture que représente probablement la dépression profonde. Je ne parle pas de la mélancolie. Donc ça, tout reste aléatoire, et c'est là où on a besoin d'être ensemble avec les témoins qui accompagnent les gens qui ont fait des épisodes dépressifs, qui connaissent les modalités de la dépression, qui connaissent le moment où la dépression va s'évanouir, ou qui n'en savent pas plus, mais mutualiser les observations des alliés, des parents, ou parfois pas des parents s'ils sont toxiques, mais des amis, des cliniciens, de l'aide-soignant, de l'infirmière, et d'essayer de créer collège pour tenir bon. Alors, est-ce qu'on accorde grâce, dans certaines situations, à des mélancolies particulièrement irréductibles? Je ne saurais pas le dire. Et je ne voudrais pas être dans cette position-là en tant que psychiatre. C'est effectivement une vraie question, hein, parce que là aussi, le cadre que prévoit la loi est devenu quand même beaucoup plus flou, hein, grave et incurable. Je le rappelle, la bipolarité est peut-être grave et incurable. Engager le pronostic vital, oui, dans les phases dépressives, oui, bien sûr. Et en phase avancée, on est dans un contexte qui est devenu beaucoup plus flou qu'il n'était dans les premières formes de la loi, qui parlait davantage de pronostics à moyen terme étant entendu sous 6 mois, et avec une notion de maladie quand même avec une échéance immédiate. Madame Ratzmann, je crois que vous avez retrouvé votre micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui.
D'accord. Écoutez, moi, je représente les usagers à la commission spécialisée des droits des usagers, notamment à la CRSA, qui est donc une instance régionale qui travaille avec l'ARS. Et donc, j'ai été très attentive à ce que vous dites. Et effectivement, la question de la douleur qui touche autant le patient que ses proches, c'est vraiment quelque chose que je vérifie dans les expériences que j'ai avec mes contacts ou nos contacts, ce qu'expriment les aidants, notamment les familles, lorsqu'elles témoignent, parce que il m'arrive à moi, mais aussi à d'autres représentants d'usagers, d'accompagner donc des familles par rapport à des plaintes ou des réclamations qu'ils amènent au niveau des établissements ou au niveau de l'ARS. Et donc, on a beaucoup d'échanges avec ces personnes. Et du coup, je peux témoigner qu'effectivement, c'est très réel. Hein. Enfin, j'entends avec très, très attentivement tout ce que vous avez dit. Je constate aussi que, en fait, le patient appartient en quelque sorte aux soignants, aux prescripteurs. Dans ce que vous dites, Monsieur Federman, le fait, et on est quand même dans une idéologie, on est inscrit alors dans une idéologie très dominante qui prend des décisions, enfin les décideurs politiques, vous dites politiques, l'ARS, etc., qui s'inscrivent effectivement dans toute cette conception des soins et en fait, dans cette idéologie. On est, nous, les usagers, enfin les patients, les personnes malades sont vraiment tributaires de ce système et heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui pensaient autrement, mais je me demande comment on peut je suis persuadée que sur le terrain, vous faites avancer et concrètement, il y a des choses qui se vivent très positivement. Enfin, c'est un peu un jugement de valeur ce que je dis là, mais il y a beaucoup de gens bienveillants, bienfaisants, et heureusement, mais c'est vraiment individuellement que vous pouvez mettre en œuvre cette autre façon de penser, de faire, quoi. Et bon, alors, je crois que le fait de mettre la personne qui souffre au centre de votre écoute, et de suivre son avis, c'est vraiment fondamental, quoi. Alors, on appelle ça, nous, on appelle ça au niveau des droits le consentement ou le droit de refuser des soins, le droit de s'informer, etc. Mais c'est quand même vous, les prescripteurs, qui avez toujours ce pouvoir face à cette personne qui se présente à vous en tant que soignant. C'est vous vraiment qui pouvez agir pour que les choses se passent le mieux pour les malades, quoi. Enfin, c'est les remarques qui me viennent à partir de ce que vous avez exprimé. Et voilà, j'avais envie de vous le dire. Ouais. Merci. Je pense que le malade reste à l'avant-scène lorsque on entend ses symptômes. Je redis, hein, la médecine a quand même évolué beaucoup vers une disparition du patient derrière les examens complémentaires qu'on peut lui faire. Et c'est vrai que la souffrance et ce symptôme particulier qui est un appel permanent. Quand vous avez quelqu'un qui souffre devant vous, hein, vous êtes tout de suite interpellé.
Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, je pense qu'on est arrivé au bout de notre webinaire. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une toute dernière question? Patrick, Non. Patrick, 30 secondes peut-être. Oui, oui, oui. Avant ou après la question, s'il y en a une. Non, non, il n'y en a plus, non. Trois réflexions qui font corps avec ce qu'on a partagé. Et je remercie Madame Ratzmann d'être intervenue pour nous rappeler à notre condition, alors j'allais dire humaine, c'est pas juste, hein, notre condition de patient. Je me dis, la condition de patient, elle est peut-être plus humaine que celle de soignant. Alors, c'est une interrogation, hein, dans la mesure où, quand on est patient, on s'interroge. Quand on est soignant, on s'interroge parfois, mais on a beaucoup de certitudes et de convictions, souvent, hein, c'est ce que j'ai observé. Les trois choses que je voulais dire et partager avec nous tous, avec reconnaissance, pour avoir été partie prenante de cette rencontre. Je lisais cette nuit un livre d'un de mes amis, Baptiste Cogitor, qui raconte l'histoire de Hanush Aschenburg, un jeune juif de Prague qui a été rapté et qui est mort à Auschwitz à 15 ans et qui a écrit, on a retrouvé des écrits de Hanush qu'il avait écrit à Thérésine. Et cette nuit, je lis un extrait de ce livre où on a affaire, dans le camp de Thérésine, à des gosses réfractaires. Ils sont enchambrés, ils sont réfractaires, et il y a un éducateur visionnaire qui prend le pari de l'autogestion dans la chambrée du camp de Thérésine. Et j'ai pensé à nous. Je me suis dit, est-ce que avec l'accord de l'ARS et de nos camarades députés, on peut envisager que la médecine et les soins soient autogérés entre les collèges de soignants, toutes professions soignantes confondues, et le collège des patients? Voilà, c'était une interrogation et une question d'avenir. Et les deux autres petites remarques que je voulais faire en tant que citoyen médecin, c'est le combat que j'ai pu mener par rapport à l'expertise, la qualité de l'expertise à Strasbourg. Je me suis battu pendant 30 ans pour faire valoir le fait que l'expertise psychiatrique pouvait être thérapeutique, alors que dans beaucoup de cas, elle était répressive. Et ça, c'est intéressant pour nous, et l'EREJ peut s'emparer de ça aussi, c'est-à-dire, est-ce que l'expertise psychiatrique, somatique, elle est destinée à évaluer une douleur, un préjudice, enfin une douleur plutôt, et pas un préjudice, et pas seulement un préjudice, et est-ce que les experts sont à même d'être sensibles à la hauteur de la douleur des patients? En général, non, mais c'est une question. Et la dernière remarque que je voulais faire, c'est que, alors, je suis un praticien d'origine juive arabe. Je suis né au Maroc. Et je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. J'étais apatride à l'époque. Je me suis rendu compte que mes parents étaient apatrides et que nous avons acquis la nationalité française quand j'avais 8 ans. Et je me dis, en fonction de l'histoire de chacun et de la manière dont on s'ancre dans un territoire, le rapport à la souffrance de l'autre va être différent. Et en tant que juif arabe, je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe à Gaza et en Israël, à la souffrance des Israéliens qui ne supportent pas d'avoir encore 58 otages entre les mains du Hamas, mais aussi à la souffrance des Palestiniens dont la mort semble ne pas importer à quasiment tout l'Occident. Alors comment, en étant insensible à la mort de frères et sœurs en humanité, on peut être sensible à l'expression de la douleur de nos frères ici qui sont en train de mourir? Très bien, ben, sur ces paroles, on va conclure ce webinaire sur une ouverture très large. Donc le prochain webinaire portera, alors la date n'est pas encore fixée, mais vous serez bien sûr informé sur le caractère insupportable de la douleur, et on essaiera d'avoir également le point de vue de l'usager, comme on dit, en tout cas du souffrant malade, et un point de vue juridique, et très certainement un point de vue d'un psychologue d'unité de soins palliatifs.
le programme est à venir. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir déjà participé, Patrick et Georges, à cette présentation. Et puis à ceux qui y ont assisté, je souhaite une bonne soirée. À bientôt.